Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, content d'être avec vous. Vous êtes sur votre chaîne préférée et c'est l'heure d'une nouvelle émission. Genti cause là au niveau de base Mikanor, ok, dans Wav Jérémy. Mikanor touye plusieurs soldats. D'après information qui veut jeune nous, mais yon nan gros soldat ça c'est BS. BS, m'pa connaît sinon te qu'on a regardé vidéo côté les te gen combat entre La Saline et monsieur Wav Jérémy yo, citoyen compte toujours faire vidéo pour dire la portrait dans base bête là, et bien c'est monsieur. Et bien BS avec plusieurs autres soldats, et bien nèg ça mouri. Et pour qui ça Mikano touye yo, d'après information qui vient de nous, c'est que on prend plaisir yo, t'as capable de faire cob. OK? Il a fait comme sans que chef gang Mikano lui-même li pas au courant. Les Mikano viennent connaître bagala, Mikano mène enquête li et puis il joine vérité, il passe à l'action tout yo parce que conseil de machine yo qu'on a passé dans zone, c'est de machine capable dire qui gagne deal tout ensemble avec Mikano et que nèg ça yo même yo vinn rançonner machine ça yo en retour, bon ça vinn poser problème sortant de là, Mikano touyer BS ensemble avec plusieurs autres soldats. Kounya, ça pour comprendre c'est que nèg ça une façon de faire exécution yo. Et c'est soldats qui touye soldats. OK? Et grand paquet de paroles qui te qu'on a parlé, je ne dis à la me penser que en pile monde capable prendre pour vrai. Par exemple, j'ai écouté le chef de gang Jimmy Cherizier qui te bail parole sur et massacre qui était fait au niveau Wav Jérémy pour dire c'est une dizaine de personnes. Côté que gagné organisme qui défend droit monde qui t'a fait comprendre que c'est une centaine, plusieurs dizaines de personnes exécutées par le chef de gang Mikano au niveau de Wav Jérémy. Qu'on va comprendre rapide vite vrai. Conseil de théorème nèg yo mette en place par exemple, ou ka fait partie base là et puis c'est même ou même qui pral exécuter propres amis, c'est même ou même qui pral exécuter propres parents. D'où en pile question vient à poser pour dire est-ce que pas de gen acte comme ça qui était fait et dernièrement là gon information qui sorti pour faire quoi gen plusieurs jeunes garçons qui perdent la vie en bas encore. Quand y a la grande bagarre on est pral poser tout comme question. Bon, on dit que ce chef de gang lui-même qui touye moun nan population hein, les massacre moun nan population hein, si ça va mal, li fait touyer propre soldat li et que je ne jodi a là sous ta capable bay moun qui nan Wav Jérémy moyen pour yo quitter en bas pour aller retourner l'autre côté qui pi paisible, même laisser kayo y a quitter m'gen pression en pile moun a quitter parce que la vie est vraiment dure. Les potes qu'on gagne, nous ta capable dire vivre ensemble. Nous te compte toujours décrit une situation qui gagne dans ghetto yo pour montrer que moun yo c'est presque un esclavage yo parce que conseil de zone ou même zin on pas ka faire ou pas ka parler en pile. Est-ce qu'on comprend? Donc, je ne dis à là mais comme en réalité aille. Donc par bon côté chef gang Mikano et malgré tout ça qui était fait là, malgré organisme qui défend droit moun te penché sur question ça pour dire l'état il faut faire quelque chose, rien pas fait, c'est comme si gon contrat pour touyer puis fort haïtien. Quand on entend une nouvelle que Mikano touye BS, on soldat li, ben ça pas fourni chaud ni fret parce que c'est pour soldat li encore, ces affaires pas le cap réglé. Mais quand c'est de moun dans population on obligé poser toute question pour dire passivité l'état ça arrive trop loin parce que quand autant des chefs de gang là lui-même li entre dans logique si là prend ti grand moun touye ti grand moun par le fait que yo semblé ak lougaou, bon ça pas grand raison valable qui justifie yon telle atrocité. Gon l'autre information qui vient de nous là concernant yon l'autre chef de gang qui t'a fait quoi que eh bien il y a plusieurs soldats qui quitté base ça kal nan yon l'autre base. N'a mené enquête sur question si là parce que gen base qui pas gen kob. Gen base gen qui gen plus l'argent. Gen qui vire pi bien. Et depuis un bon bout de temps, on t'a capable dire depuis sous GPEP gen activité ça. OK? Nèg ap quitter telle base pour aller dans l'autre base. Ça pas déranger en tout cas. Obligé gen pour ça? Ça c'est la grande question. Kounya là. Et est-ce que ça pas gen répercussion parce que là pour on nèg qui kon bataille, qui était capable véritable bras droite yon chef de gang et puis qui quitte en base, kal nan yon l'autre base, là on capable poser question. N'a pas vu dans département des Nip. Département des Nip, Muscadet découvrit yon cachette zam dans machine et par la suite
zam nan semble al jwen met li. Alors zam yo al jwen met yo. Bon, grand paquet moun qui pose question sur ça pour dire bon, pour qui ça Muscadet pas bail et non mettre zam ça yo. Peut-être que ça va prendre du temps en tout cas. OK? Et pourquoi il n'a pas tué? Réponse, par bon côté fan Muscadet, c'est pas toutes les pour touyer. C'est pas toutes les pour bailler explication. C'est pas toutes les pour faire vidéo. Qu'on y a un chef de gang. Alors, en passant qui te me dit donc que chef de gang ça qui s'écrit là au niveau de Carrefour, eh bien monsieur démasqué visage li. OK? Parce que sous son chef de gang, dans le moment où il est là, on est toujours à masquer visage, ah bah comme ça. Et c'est ça que fait, il est évident, Jeff ou même mettre entrer dans la logique ça tout démasqué. OK? Barbecue ou pas dans cagoule, Iso pas là-dedans encore, Vite l'homme pas là-dedans, Chris là retiré, et c'est le Jeff qui était là. Jeff, retiré. Comment? Retiré le nom. Kounya Chris là qui démasqué, alors Chris là c'est pareil non graduation parce que gon photo qui paraît sur réseau là, photo qui montrait que eh bien Chris là dans mi-temps deux petits mesdames et visage petits mesdames yo un petit Jean barré avec emoji et puis Chris là lui-même bon tout le monde ouais visage li. Et bien avant ça tout dans quelques vidéos eh bien ouais visage chef gang Chris là. Qui ça lui dit? Il pose question ça à commissaire Jean-Ernest Muscadet. Muscadet, commissaire Muscadet. Je dis à mon monde qui est grand nan mouda. Faut monter pour dire peuple là mais pour qui est zam là. Chauffeur a dit zam là pour tel côté. Jean grand parler, Jean aimé parler, Jean aimé faire artiste. N'aptan ça là mon Muscadet. Chris l'aptan ça là mon. Pour monter pour dire et chauffeur a sorti tel côté à zam là. Il va jeune tel monde. Muscadet, sou pas ka di ça me considère comme fatra. Fatra. Sou pas ka di ça. Jean qu'on a fait mon habit, jeune fille habite, je pas être innocent. Faut que jodi à la faut qu'on dit côté zam ça sorti côté le bralé. Zam ça au côté da bralé Muscadet. Zam ça au côté sorti Muscadet. Chaque monde nous prend ou bat chauffeur ou parler. Pour qui ça chauffeur ça pas parler? Pour qui ça ba vidéo chauffeur ça? Oh, il va te faire vidéo. Jean Muscadet qu'on a fait vidéo, mon il va te faire vidéo. Faut Muscadet faire vidéo chauffeur pour chauffeur dire mais côté il prend zam là, mais qui est-ce qui bat zam yo, mais bah qui est la potel. C'est vivre ensemble nous tout à parler. Pas trop évident pour me faire commentaire parce que c'est un chef de gang qui s'adresse au commissaire Jean-Ernest Muscadet. Mais celle ça en pile monde souhaité et yo connaît caractère commissaire Jean-Ernest Muscadet. Si gon bagay qui mal sonné, eh bien commissaire là la vini la bail détail. Non maintenant quand même commissaire là gen pour le bail détail sur ça qui passait parce que commissaire là lui-même li pas gen langue li dans poche personne. Trump passer à l'action dans les affaires aide étrangères. Et est-ce que Haïti dans l'Islam, s'il vous plaît? Président américain Donald Trump l'a informé Congrès à intention pour capable réduire à 4,9 milliards de dollars. Question aide internationale par le biais d'une procédure qui est récision de poche. Mais ici là, concerné fonds qui déjà approuvés par divers programmes aide étrangères gérés par un département d'État ancienne agence États-Unis pour développement international USAID. Ça qui suscité un pile critique. Congrès a doué lui-même approuvé ou bien rejeté demande si là avant fin année fiscale là, le 30 septembre 2025. Le 28 août 2025, ambassadrice américaine dans l'ONU, Dorothy Shea, lui même exprimé préoccupation États-Unis face à l'escalade violence dans le pays d'Haïti d'après l'expansion de territoire contrôlé par gang yo, menacé progrès qui réalisé par la police nationale d'Haïti et puis mission soutien multinational MSS. Dorothy Shea lui-même condamné recrutement timounio par gang armé et puis tout impact disproportionné violence sous mineurs. En 2024, Haïti était un pays côté violation et abus contre timoun te en pile. Plus passé 1,3 million moun, côté moitié dans yo c'est timoun
déplacés en raison de violence. Cependant, l'administration Trump a même considérablement réduit le financement USAID, qui c'est un pilier dans l'aide humanitaire dans le pays d'Haïti. D'après UNICEF, coupe budgétaire s'il a entraîné suspension plusieurs milliers de programmes qui privaient Timoun ak jeunes filles services essentiels, notamment suivi après violences sexuelles et puis tout prévention ou traitement VIH ak l'autre infection. En 2024, les États-Unis représentaient environ 60% aide humanitaire destinée à Haïti d'après Amnesty International et 42% aide humanitaire mondiale. Contraste s'il a entre discours compassion envers Timoun dans le pays d'Haïti avec musique concrète ça yo qui affaiblit protection Timoun yo. Suppression fonds USAID li mettait en péril travail UNICEF. Il y a une conséquence tragique qui contrastait cruellement avec discours de compassion responsable américain yo. L'État haïtien quant à lui-même pas jamais fait connaître qui ça l'a fait pour capable compenser une situation comme ça. Dans le cadre de débat dans le Conseil de sécurité des Nations Unies le 28 août, musicien haïtien Jean-Jean Roosevelt lui-même décrit situation Haïti de manière poignante. Violence armée, déchirer Haïti, tant que yon guitare brisée, côté Kodio, c'est vieux bria fait. Li alerté sur avenir Timounio qui volatilisé. Pendant les souligner impact direct, violence gang yo et puis tout déplacement massif jeunes yo dans pays. Nous sommes réunis encore une fois aujourd'hui avec le cœur lourd pour aborder une réalité qui nous bouleverse profondément. La souffrance des enfants en Haïti. Haïti, cette grande nation, symbole de courage et de liberté, traverse l'une des épreuves les plus sombres et difficiles de son histoire récente. Au centre de cette tempête sont surtout les enfants, innocents, vulnérables et porteurs d'avenir qui paient le prix le plus élevé. La violence armée déchire Haïti comme une guitare brisée, dont les cordes ne produisent plus que des cris et des pleurs. Les groupes armés, maîtres de quartiers entiers, ont volé aux enfants la légèreté de leur pas. Ils vivent désormais dans une symphonie de peur, alors que chaque ruelle devenant une note dissonante. Et ce sont toujours ces enfants-là qui paient le prix le plus lourd. Ils sont recrutés de force, abusés et utilisés comme chair à canon, comme si leur jeunesse n'avait plus de valeur. Rien qu'en 2024, le recrutement a bondi de 70%. Cette situation persistante et aggravée compromet l'avenir de toute une génération. Plus de 680 000 enfants n'ont plus de maison où grandir. Ils dorment dans des sites surpeuplés où l'air même semble peser de tristesse. Beaucoup d'entre eux sont exploités, humiliés et violentés verbalement, psychologiquement, physiquement et souvent sexuels. Les viols, par exemple, surtout contre les filles, ont explosé de plus de 1000% en 2024 par rapport à 2023. Le dernier rapport du secrétaire général sur les violences graves à l'encontre des enfants en Haïti vient corroborer cette tragédie. Les enlèvements, les meurtres, les violences sexuelles, ainsi que les attaques contre les écoles et les hôpitaux se comptent désormais par centaines. L'école, jadis sanctuaire, est devenue un terrain miné. Aujourd'hui, les écoles sont détruites et les salles de classe transformées en refuges pour des déplacés. Cette réalité est une condamnation silencieuse de toute une génération. Aujourd'hui, plus de 1,5 million d'enfants sont privés d'un accès régulier à l'éducation. 3,3 millions, soit 2 sur 3, dépendent d'une aide humanitaire. Et 129 000 d'entre eux risquent de mourir de faim cette année. Mesdames et messieurs, derrière ces chiffres que nous prononçons à haute voix et que nous cessions de répéter, se cache un visage, un prénom, un rêve fragile. C'est peut-être celui d'une petite fille qui voulait être médecin et celui d'un garçon qui rêvait de jouer du tambour au carnaval. Malheureusement, ces rêves sont aujourd'hui suspendus, étouffés et menacés. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que musicien, ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Avant tout, je m'adresse à vous comme haïtien. L'enfant que j'étais a toujours rêvé de pouvoir contribuer à l'avènement d'un monde meilleur, en véhiculant des messages d'amour, de paix et de solidarité aux gens du monde entier. En ce moment précis,
je suis là devant vous, en train de réaliser mon rêve. Je suis certain que, tout comme moi, l'enfant que vous étiez se retrouve aujourd'hui dans cette salle, en train de réaliser son rêve, de devenir diplomate, ambassadeur, agronome, médecin, professeur et j'en passe. Offrons aussi cette chance à nos enfants de pouvoir grandir, de rêver et d'être à leur tour des acteurs du changement dans le monde. Restituons-leur leur droit fondamental. Rendons-leur la possibilité de rire, de courir, d'apprendre et de rêver et portons ensemble leur dignité, leur espoir et leur avenir. Agissons pour qu'Haïti retrouve ses écoles, ses hôpitaux et ses espaces sûrs. Agissons pour que les enfants n'aient plus à vivre dans la peur, mais dans la promesse de demain. Agissons pour que l'avenir d'Haïti ne soit plus compromis, mais porté par l'énergie, les rires et les rêves de ses enfants. Mesdames et messieurs, les enfants haïtiens ont lancé un cri d'urgence. Le temps de leur venir en secours n'est pas demain, ni après-demain. C'est maintenant. Nous parlons de pourquoi il est là. Romain Lecourt, Grand Maison, c'est un gros expert en question sécurité. On a le côté. La proposition est intéressante et pertinente, notamment parce qu'elle reprend une partie des recommandations du secrétaire général dans sa lettre de février. Je crois qu'il est essentiel de mettre en place un bureau opérationnel et politique capable de répondre à la crise haïtienne aujourd'hui. Et il faut saluer ce regain d'activité multilatérale qui est en train de se faire et qui est absolument positif. En même temps, la résolution qui est proposée marque un revirement politique assez surprenant puisque 6 mois après la publication de la lettre du secrétaire général des Nations Unies, à un moment où les États-Unis se retirent de un certain nombre d'activités internationales, multilatérales, onusiennes et humanitaires, on constate soudainement une volonté de revenir à un mécanisme multilatéral, notamment dans les opérations de paix. Il faudra voir comment le plan s'articule avec la proposition du secrétaire général, mais aussi la proposition de la feuille de route de l'OEA, qui a été diffusée il y a quelques jours, les travaux menés par la CARICOM, et l'impact, bien sûr, que cela aura sur le calendrier de la transition politique haïtienne, en particulier le calendrier post-7 février 2026, qui n'existe toujours pas. Ça va être intéressant de suivre cette évolution. Maintenant, j'ai commencé à lire le projet de résolution et il y a des questions qui demeurent et non répondues. Par exemple, comment cette force sera financée est-ce que cette mission sera confrontée au même défi que confronte actuellement la MMAS? Comment on va recevoir les contributions en termes de matériel, en termes de troupes? Est-ce que vous avez également ces mêmes préoccupations, Monsieur Grandmaison? Tout à fait, vous avez raison de mentionner la question du financement et de mettre en parallèle ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui se passait il y a 1 an, il y a 2 ans avec la masse. Supposons que la résolution soit adoptée, ce qui est aussi loin d'être certain. On va voir comment vont répondre et se comporter notamment la Russie et la Chine, bien sûr. Il faudra voir du coup comment on va mettre en place un nouveau mandat opérationnel, un véritable mandat opérationnel, ce qui a toujours manqué à la MSS kenyane. Et surtout, comme vous l'avez dit, qui va vraiment financer la mission, compte tenu à la fois de la crise financière à laquelle est confrontée l'ONU, mais aussi à la frilosité des partenaires internationaux de s'engager depuis 2 ans sur la crise haïtienne. Qu'est-ce qui va changer cette fois-ci? Qui voudra fournir un soutien financier, technique, humain? Qu'est-ce qui va se passer avec le Kenya? Qu'est-ce qui va se passer avec la MSS? Qui va contribuer? Pour combien de temps? Etc., etc. Pour le moment, on a un texte qui va déclencher des discussions. On espère que ces discussions vont aboutir, qu'il va se passer vraiment quelque chose. Malheureusement, ce qu'on a vu ces derniers mois, ces dernières années, c'est que les discussions au sein du Conseil de sécurité prennent à la fois énormément de temps, qu'elles ont du mal à aboutir. On se souvient qu'à l'hiver dernier, en octobre et en novembre, il y avait déjà des discussions au sein du Conseil de sécurité sur la transformation de la MSS. On est 10 mois plus tard. Il n'y a pas eu d'avancée de ce point de vue-là. Aujourd'hui, on a un nouveau texte qui soulève, comme vous l'avez dit, les mêmes interrogations sans qu'on ait pour le moment de réponse. Ça va être le gros défi du mois de septembre, je crois, d'apporter des réponses.
Est-ce que le fait que cette mission sera indépendante de la police nationale d'Haïti, le fait qu'elle va pouvoir mener des opérations indépendamment de la police, est-ce que ça peut faire un changement sur le terrain? C'est une très très grande question qui est posée par le texte aujourd'hui. Je pense que pour répondre à votre interrogation, on peut légitimement être inquiet du peu de mécanismes de coordination qui sont mentionnés dans le texte de la résolution entre cette nouvelle force qui serait déployée en Haïti, la police haïtienne, et j'ai envie d'aller même plus loin avec les autorités haïtiennes et le gouvernement en général. Déployer aujourd'hui une force en Haïti qui pourrait opérer de façon autonome vis-à-vis de la PNH, pourquoi pas? Sur le terrain, pourquoi pas? Peut-être que ça peut servir. Mais penser qu'on va pouvoir reconstruire et restabiliser et refonder la sécurité en Haïti sans passer par la reconstruction et la refondation de la police nationale, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur dans la mesure où l'institution policière haïtienne doit être prise en compte, doit être soutenue, doit être reconstruite pour que l'avenir de la sécurité en Haïti ne passe pas par une intervention internationale, quelle qu'elle soit, mais passe par le redéveloppement et la reconstruction de la police nationale haïtienne. Si la coordination n'est pas assurée sur le plan institutionnel et politique, autant que sur le plan opérationnel, on peut se demander quelle est la viabilité sur le moyen long terme de cette politique, notamment dans la situation de crise absolument terrible dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui, et le fait que la main soit toujours du côté des gangs et des groupes criminels et non pas du côté des forces de sécurité. Mais en même temps, la résolution qui avait autorisé le déploiement de la mission multinationale dirigée par le Kenya avait prévu une collaboration entre la police nationale d'Haïti et la dite mission, mais pour les résultats que l'on connaît, et ça aussi, c'est un fait qu'il faut souligner, M. Grandmaison. Tout à fait. Il faut le souligner dans la mesure où la coordination, le dialogue, la coopération entre les Kenyans et les autorités haïtiennes ou la police haïtienne, ou les autorités haïtiennes, la police haïtienne et cette nouvelle potentielle force, il suffit pas de l'écrire dans une résolution pour qu'elle fonctionne, la coordination. Il faut la mettre en place, il faut créer un vrai mécanisme de dialogue, il faut créer de la confiance entre les hommes et entre les institutions, il faut créer une habitude de travailler ensemble, il faut créer un plan de travail commun, il faut créer et dessiner des objectifs communs. Tout ça, avec la MSS, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, si l'idée c'est de mettre un terme à la coopération et à la coordination en pensant que ça va mieux fonctionner à travers un mécanisme d'autonomie, je pense pas que ce soit la solution non plus. Je crois qu'il faut faire un effort de mettre tous les acteurs autour de la même table, de dessiner des objectifs communs et de réussir à faire travailler ensemble les autorités haïtiennes, la police haïtienne et la potentielle force internationale, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Maintenant, tout à l'heure, vous avez émis des interrogations sur l'avenir de l'actuelle mission, d'autant que on sait que le mandat de la mission kenyane doit se terminer d'ici le 30 septembre. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de vide sur le terrain si le mandat de la mission kenyane n'est pas renouvelé et que cette résolution n'est pas encore autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies? Il existe un risque, effectivement, qu'on se retrouve avec un vide. Il existe aussi un risque que la mission kenyane soit renouvelée, simplement pour gagner du temps et éviter ce vide, sans pour autant qu'on avance vers une autre solution, et on se retrouverait finalement dans la prolongation de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce d'impasse stratégique et opérationnelle qui ne ferait que s'accentuer dans la mesure où le temps passera. Je pense aussi qu'il faut avoir en tête que le calendrier auquel on fait face aujourd'hui et qui commence là à partir du mois de septembre, ce sont les derniers mois de la transition politique en Haïti. Ce sont les derniers mois du CPT. Il y a évidemment l'échéance de novembre et des élections dont on peut imaginer qu'elles ne se tiendront pas, vu que pour le moment il n'y a rien d'organisé pour cela, et que ces derniers mois de la transition politique vont venir avec une instabilité politique et institutionnelle forte en Haïti. Si on ne trouve pas une réponse multilatérale à la sécurité en parallèle de ce calendrier institutionnel haïtien, on peut imaginer qu'on continue d'aller
plus gravement dans le statu quo et dans l'aggravation de la crise haïtienne, sans pour autant qu'on trouve une réponse à lui apporter. Maintenant, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe là en Haïti en ce moment avec les déclarations quotidiennes de Jimmy Cherizier du Barbecue qui invite la population à regagner les quartiers d'où ils étaient chassés par les membres de la coalition criminelle et Vivre Ensemble. Et certains observent ce changement soudain de comportement de Jimmy Cherizier et on l'interprète avec deux hypothèses. Certains pensent que M. Cherizier il est en train de chercher des boucliers humains dans la perspective d'intervention de la task force ou dans la perspective de déploiement d'une nouvelle mission multinationale. Et d'autres pensent que M. Cherizier il est en train de se poser en interlocuteur, en apôtre de la paix, et ce qui va lui conférer une certaine force sur l'échiquier. Et si vous avez suivi ces derniers développements, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, je pense que les deux hypothèses sont probablement valables et qu'elles ne sont pas mutuellement exclusives. Je pense qu'il y a une forme de démagogie aussi dans le fait d'inviter la population à revenir dans des territoires dont on sait très bien qu'ils sont en immense partie détruits. Je pense que ça participe d'une logique de vouloir faire revenir des populations, mais aussi des entreprises, pourquoi pas, et une activité commerciale dans ces quartiers-là, pourquoi pas dans le but de s'en servir comme d'une protection humaine, un bouclier humain, mais aussi de redensifier un tissu urbain qui protégerait certains bastions. Et ensuite, comme vous l'avez dit, je pense que ça participe d'un positionnement politique. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, on peut pas le savoir encore, mais ça démontre d'une volonté de faire pression sur la transition politique, de se construire ou d'essayer de se construire une stature, et cette idée de négociateur ou de faiseur de paix, qu'il va falloir absolument prendre davantage en compte, encore une fois, dans les prochains mois et les derniers mois du mandat actuel de la transition politique en Haïti. On peut supposer que les leaders de groupes criminels deviennent encore plus actifs dans cette forme d'action politique, plus on va avancer vers la fin du mandat. Monsieur Gamezon, il nous reste quelques questions avant de conclure cette entrevue. On parlait de Jimmy Cherizier et de son appel aux riverains de regagner les quartiers et jadis dans lequel ils étaient terrorisés par les bandits de la coalition des Vivre Ensemble, des quartiers rasés et tout bonnement par la fureur et des groupes criminels. Est-ce que le fait que Jimmy Cherizier aussi s'autorise à demander aux gens de revenir de ces quartiers et de manière démagogique et proclamer la paix de ces quartiers, est-ce que cela ne traduit pas également la faiblesse des autorités haïtiennes qui jusque-là n'ont jamais réagi pour dissuader ou pour se prononcer et par rapport avec ce nouveau développement? Ce qui est certain, c'est que comme vous l'avez dit, l'appel de Jimmy Cherizier aux populations à revenir dans les quartiers comme Solino, comme Nazon, comme Crissois, où, comme vous l'avez dit, une grosse partie de ces quartiers sont rasés et détruits, où les habitants ne vont rien retrouver, ni leurs affaires, ni leurs maisons, joue sur cette ambiguïté entre un leader qui est responsable du départ et de l'exil et de la fuite de ces mêmes populations, qui maintenant les invite à revenir, ce qui place effectivement un peu dos au mur les autorités haïtiennes, ou en tout cas cherche à lui construire une stature d'homme négociateur, d'homme de paix, capable à la fois de conduire les gens à l'exil ou de les faire revenir selon son bon vouloir. Et c'est là qu'il y a une instrumentalisation effectivement très forte, y compris d'un point de vue de pure communication politique, si vous voulez, qui place les autorités face à leurs responsabilités, soit d'être capables d'assurer elles-mêmes le retour des populations dans ces quartiers, soit d'être capable de faire reculer les groupes criminels et d'apporter une solution aux populations qui vivaient dans ces quartiers, soit d'être capable de trouver une alternative, d'offrir une alternative à ces populations, le temps que ces quartiers soient non seulement repris, mais aussi vivables. On a du mal à penser que les populations, y compris celles qui ces derniers jours sont allées
retrouver ou essayer de retrouver leur maison, soient désireuses de s'installer sur un territoire qui est absolument rasé et qui est devenu presque invivable ou complètement invivable. C'est là que la pression est mise sur les autorités haïtiennes et encore une fois, je crois que cette pression va s'accentuer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On va revenir dans la résolution et il est prévu que cette nouvelle force aide la police nationale d'Haïti à lutter contre le trafic des armes et des munitions.